Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans le cadre des rencontres d'été révolutionnaires du NPA, on va discuter, vous m'entendez sans micro? Discuter de quelle politique les révolutionnaires ils peuvent mettre en avant dans la lutte contre les oppressions et notamment l'oppression des personnes LGBT dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on constate que les questions LGBT, c'est un vecteur de politisation non négligeable, notamment dans la jeunesse. La Pride, c'est une des manifestations les plus massives chaque année. Et dans des pays comme les États-Unis ou la France, on constate que la proportion de personnes LGBT dans les générations dans les années 40, elle est de 4 ou 5%, alors que celle dans la génération Z, elle atteint les 20 voire les 25%. Et de nombreux droits, ils ont été conquis, notamment la possibilité du mariage gay, de l'accès à la PMA, pour citer l'exemple français, et la dépénalisation dans pas mal de pays de l'homosexualité. Et aussi le fait que dans une certaine mesure, être LGBT en 2022 est quand même nettement plus facile et plus accepté socialement que dans les années 60 ou au 19e siècle. Pourtant, dans tout un tas de pays, la législation en la matière est encore très en retard, et y compris dans les pays les plus avancés, les droits restent à conquérir. Par exemple, en France, l'adoption pour les couples gays. Les discriminations au travail, dans les familles, à l'école restent présentes et elles peuvent aller jusqu'à des agressions physiques, tous les 2 jours en France sur les personnes LGBT et parfois au suicide. Par exemple, si je ne sais plus si vous vous souvenez, mais celui de la jeune lycéenne Fouad qui avait fait l'actualité, les suicides étant omniprésents chez les jeunes trans. Et surtout, ces droits ils peuvent être à tout moment remis en cause, notamment par la progression de l'extrême droite et des idées réactionnaires, comme le montre la politique de Mélanie sur les mères lesbiennes ou l'offensive anti-trans aux États-Unis. Et que même en imaginant une égalité dans le droit, l'égalité réelle, elle reste encore très très loin. La discrimination au travail dans le milieu scolaire, familial, les agressions physiques ou les idées réactionnaires dans leur déclinaison homophobe et transphobe sont loin d'avoir disparu, ce qui n'est pas très surprenant malheureusement dans une société fondée sur l'exploitation et où l'extrême droite elle progresse de façon toujours plus spectaculaire. Du coup, le topo, il va procéder ainsi. On va essayer de faire en 30-40 minutes pour laisser du temps à la discussion. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre les ressorts de l'offensive réactionnaire contre les personnes LGBT à travers le monde, notamment dans les pays où l'extrême droite est au pouvoir. Dans un second temps, Carla, ici présente, elle va retracer un peu l'adaptation politique croissante du mouvement LGBT au système capitaliste et aussi la façon dont les entreprises et les politiciens à leur service, ils essayent d'instrumentaliser ces questions. Et enfin, on essaiera de discuter des perspectives que les militants communistes révolutionnaires peuvent proposer sur les questions LGBT, avec une intervention de ma part et une de Carla qui me permettront aussi un peu de montrer les discussions ou les débats qu'on a entre nous au NPA sur ces thématiques. Pour parler de l'offensive réactionnaire contre les droits LGBT, pour commencer, on peut voir que la situation des homosexuels à l'échelle mondiale elle est assez contrastée. Pas moins de 69 pays du monde pénalisent les pratiques homosexuelles dans leurs lois, dont 13 d'entre eux, cela passe même par la peine de mort. Cela concerne surtout les pays d'Afrique ou d'Asie, pour beaucoup assez peu développés, généralement sous la coupe de dictatures particulièrement réactionnaires. Un bon exemple, c'est l'Arabie Saoudite où l'homosexualité est passible de peines qui vont du fouet jusqu'à la mort, comme en 2002 où 3 hommes ont été décapités pour homosexualité. Un des théologiens les plus en vue du régime, il qualifie en 2021 l'homosexualité de crime ignoble. Et même si le leader MBS essaye de faire un relooking progressiste de son régime depuis quelques années, les conditions de vie des homosexuels ne s'améliorent pas. Et en 2022, l'Arabie Saoudite, avec plusieurs pays du Golfe, a menacé Netflix de supprimer de la plateforme plusieurs contenus jugés contraires aux bonnes mœurs, à savoir avec des personnages LGBT. La même année, la police a arrêté plusieurs personnes qui avaient eu le malheur de porter des drapeaux arc-en-ciel. L'Arabie Saoudite, c'est un exemple des effets que peuvent avoir sur les conditions de vie des LGBT la présence des courants islamistes dans tout un tas de pays d'Afrique et du Moyen-Orient. On pourrait penser que la situation est la même depuis longtemps à cause du poids des institutions traditionnelles et religieuses, mais la situation s'aggrave avec la montée de ces courants religieux depuis les années 70-80. L'Iran des années 60-70 avait vu une relative libéralisation des mœurs, et sous le régime du Shah, même si l'homosexualité était pénalisée par la loi, elle était de plus en plus tolérée implicitement. Il était même possible pour la presse de relater des cérémonies de mariage homosexuel, bien qu'elles n'étaient pas encadrées par la loi. Et depuis 1979, la loi en la matière se fonde sur la charia, la loi islamique qui punit les lesbiennes de coups de fouet, les hommes homosexuels, ils peuvent encourir la peine de mort. La police des mœurs, elle surveille toute prétendue immoralité dans l'espace public, censure les œuvres perçues comme trop pro-LGBT et empêche les couples homosexuels ou les personnes trans de s'exprimer librement en public. Tous ces régimes islamistes et toute cette mouvance islamiste en général, ils mènent une campagne dirigée contre l'Occident qui serait soi-disant le foyer de la décadence des mœurs et leur montée en puissance à l'échelle internationale pèse dans le sens du recul des droits LGBT.
Pour autant, ces pays ne sont pas les seuls à être le théâtre d'un recul des droits LGBT et de la propagation de ces idées réac. Bolsonaro au Brésil, il a axé toute une partie de sa campagne sur ces idées, comme en témoigne son discours d'inauguration qui propose de restaurer la famille traditionnelle et combattre l'idéologie de genre. Le même Bolsonaro qui avait coupé de nombreuses subventions d'associations LGBT et qui déclarait dans les années 2000 qu'il frapperait des hommes gays s'il les voyait dans la rue et qu'il préférerait un fils mort qu'un fils homosexuel. Plus récemment en Europe, c'est des gouvernements comme celui de Meloni et d'Orban qui sont à l'offensive. En Italie, où le mariage est légalisé mais pas l'adoption, le parquet a réclamé au tribunal de Padoue d'annuler des actes de naissance de couples de mères lesbiennes qui avaient eu recours à une PMA à l'étranger. Ainsi, ces femmes, elles ne pourront plus aller chercher leurs enfants à l'école, voyager seules avec les enfants, et si la mère biologique meurt, l'enfant deviendrait pupille de l'État et les mères adoptives n'auraient plus aucun droit. C'est dans la continuité des déclarations de Meloni qui organisait sa campagne autour des mots d'ordre Dieu, patrie, famille et déclarait oui à la famille traditionnelle, non au lobby LGBT. En Hongrie, en 2021, Orban il lançait un référendum anti-LGBT qui avait pour but d'interdire aux homosexuels de se montrer en public. C'est aussi le parti d'Orban qui avait fait adopter une loi dite anti-pédophile qui, malgré son nom, ne luttait pas contre l'Église catholique, mais qui interdisait aux assos LGBT d'intervenir dans les écoles. Une librairie a même été lourdement condamnée il y a quelques semaines pour avoir vendu un webcomic, Heartstopper, qui relatait une relation homosexuelle entre deux adolescents. Mais ce n'est pas qu'en étant au pouvoir que ces idées et lois réac elles progressent. Les courants d'extrême droite, notamment les mouvements religieux comme l'Église catholique, les groupes islamistes ou les évangélistes, axent une partie de leur propagande sur la défense de la famille et la lutte contre le prétendu lobby LGBT. C'est ces courants qui ont milité en France contre la mise en place du mariage gay et qui contribuent à répandre les idées réactionnaires dans tout un tas de couches de la population. Aux États-Unis, par exemple, la Cour suprême, il y a un mois, elle a donné raison à une créatrice du site web du Colorado qui refusait de donner ses services aux couples homosexuels mariés de peur qu'ils créent des sites web contraires à la vérité biblique, et ça au nom de la liberté d'expression. Dans le Michigan, l'année dernière, une bibliothèque qui avait refusé de retirer de ses étagères des livres LGBT, elle a perdu 80% de son budget, et c'est un exemple parmi des dizaines d'autres. Loin de désarmer définitivement ces courants homophobes, les progrès des droits LGBT ils peuvent être l'occasion d'un backlash particulièrement dur et d'une contre-offensive vigoureuse. La décision de la Cour suprême mentionnée plus haut était aussi une réaction à certaines lois progressistes votées au Colorado. Un dernier aspect de cette offensive réactionnaire qui a été assez visible récemment, c'est un déchaînement de lois anti-trans dans plusieurs pays, que ce soit dans la Russie de Poutine et dans plusieurs États des États-Unis. Aux États-Unis, c'est plusieurs États comme la Floride, l'Alabama, l'Iowa, dans lesquels plus de 500 textes ouvertement transphobes ont été proposés, plusieurs dizaines adoptés. Ils visent à restreindre l'accès au parcours de transition à de nombreux espaces publics, et ce, même pour les personnes qui ont déjà entamé leur transition médicale. Et c'est surtout pour les mineurs que les lois sont les plus répressives, soi-disant pour protéger les enfants qui ont déjà de grandes difficultés en milieu scolaire et dans leur famille. En Russie, le gouvernement de Poutine, dans sa grande campagne contre les valeurs occidentales décadentes, vient le 14 juillet de faire passer une loi qui interdit légalement toute possibilité de transition, notamment en interdisant de délivrer tous les documents qui permettent d'accéder aux parcours médicaux pour les personnes trans. Alors que dans bien des pays, même ceux qui sont les moins répressifs, les tentatives de suicide, les problèmes psychiatriques auxquels font face ces personnes trans, notamment les plus jeunes, sont particulièrement inquiétants. Cette offensive, du coup, elle s'accompagne de la montée d'un discours transphobe, y compris par des personnes issues à la base du militantisme féministe, qu'on appelle parfois des TERF. Le parcours de Marguerite Stern, par exemple, une des activistes transphobes les plus médiatisées en France, c'est assez révélateur de cette logique politique toujours plus à droite. Ancienne féminine, elle signe désormais un manifeste féministe qui vise à recentrer le féminisme non plus à partir d'une explication des rapports sociaux, mais sur la biologie, dans la même logique très conservatrice du féminin sacré. Et cette dernière interview dont les médias humoristes Livre Noir explique que les femmes se font souvent agressées par des hommes issus de l'immigration, et ce pour des raisons qui ont trait à la génétique, tout en minimisant le masculinisme de l'extrême droite. En renonçant à une analyse matérialiste des rapports hommes-femmes, on se retrouve dans les bras de l'extrême droite en reprenant une explication qui réduit tous ces problèmes à la biologie. Et ces courants, toujours plus proches de l'extrême droite, ils viennent alimenter une panique morale, au fond assez proche de la rhétorique homophobe des années 70. Les personnes trans, elles viendraient imposer leur idéologie aux enfants, les mettre en danger, et elles sont profondément contre nature et sont globalement le signe d'une forme de recul et de décadence. Ce discours, en plus de refuser de reconnaître l'existence des personnes trans, alors que de fait, la transition s'accompagne d'un changement des conditions matérielles d'existence et pas juste d'un changement de ressenti. Elle marque un recul par rapport aux idées féministes, elle s'inscrit dans un contexte plus global de promotion d'idées réactionnaires sur les femmes qui, par leur rôle biologique reproducteur, seraient censées revenir toujours plus au foyer.
Pour finir, on peut noter que cette offensive réac, elle n'est pas combattue de façon sérieuse par les partis politiques bourgeois qui se réclament plus ou moins du progressisme. Les démocrates, ils ont réagi très timidement au loin des républicains, car pour eux, les droits LGBT, c'est un argument de campagne, mais surtout pas un objectif militant. On peut aussi penser à l'hypocrisie d'un Macron qui se présente comme un défenseur des droits LGBT, mais qui nomme plusieurs ministres habitués des saillies homophobes comme Darmanin, et des ministres obnubilés par le wokisme qui visent bien sûr aussi les personnes, les militants LGBT. Et qui cessent d'ailleurs d'aller sur le terrain de l'extrême droite sur bien d'autres sujets. Pour brasser large dans l'électorat bourgeois, Macron n'avait pas hésité à regretter que la manif pour tous aurait été soi-disant humiliée. Mais surtout en menant une politique anti-ouvrière pour remplir les coffres forts du patronat, ces politiciens bourgeois, ils renforcent une démoralisation, une désillusion croissante face à la caste sociale dont ils sont les relais. Et en cela, ils préparent le terrain à cette extrême droite qui se nourrit de ce sentiment de dégoût vis-à-vis des partis traditionnels pour défendre ses idées confusionnistes et réac. En permettant à l'extrême droite de renforcer son poids politique, on lui permet aussi d'imposer tout d'abord ses thèmes racistes et sécuritaires, mais aussi LGBT-phobes au nom de la sacro-sainte famille et de l'ordre naturel inviolable. Du coup, maintenant, on va parler de l'historique des luttes LGBTI, mais aussi... Oui. Du coup, maintenant, on va... 1, 2. 1, 2. Du coup, maintenant, on va parler un peu de l'historique des luttes LGBTI, mais aussi de la récupération politique et du pinkwashing. Donc, on va parler des associations de lutte contre le sida et de la communauté homosexuelle. À l'époque, il y avait une sidération. Pourquoi ? Parce que les homosexuels ne faisaient pas confiance au milieu médical, aux médecins. Pour le phare, qui était un collectif de lutte, les médecins et les psychologues étaient comme des flics, ils étaient garants de l'ordre moral. Et au début de l'épidémie du sida, il y avait encore cette méfiance vis-à-vis de l'institution médicale, parce qu'elle était directement héritée des luttes pour la libération sexuelle. À partir de 1985, il y a la naissance de plein d'associations de lutte contre le sida, que ce soit Vaincre le sida, AIDS, mais il y avait une faible présence de militantes et de militants homosexuels dans ces cadres. Dans la communauté, il y avait un certain déni de la réalité à l'époque face à la maladie, qui s'explique aussi par la peur de la stigmatisation. La presse homosexuelle critiquait les médecins non gays en disant que ce sont des tireurs d'alarme qui, en gros, réactivent la stigmatisation et présentent la figure homosexuelle comme principal transmetteur des maladies contagieuses. Du coup, quelque part, comme un bouc émissaire des problèmes de santé publique, alors que la majorité des personnes atteintes du sida, du VIH l'ont attrapé via un rapport hétérosexuel. Cette crainte de la stigmatisation, elle est totalement justifiée parce qu'elle a existé pour la communauté de façon ultra violente jusqu'à la fin des années 80, même quand on savait comment le virus du sida se transmettait et comment s'en protéger. Dans une interview télé, par exemple, en 87, Jean-Marie Le Pen qualifiait les homosexuels atteints du sida de sidaïques. Vis-à-vis de cette crainte, il y a une période où la communauté elle a refusé de prendre en compte cette maladie. La communauté des gays des milieux urbains, elle est gravement touchée par l'épidémie. Et bientôt, on sort en fait de la critique des médecins hétéro-lanceurs d'alerte contre les gays, et c'est la communauté qui va critiquer finalement l'indifférence des pouvoirs publics qui laissent les homosexuels se faire décimer. Ensuite, dans les années 90, on parle de l'intégration à l'État et aussi de ses critiques. La communauté, elle se prend en charge, elle s'auto-organise face au silence et à l'indifférence des pouvoirs publics. Elle est en retrait par crainte de se positionner sur un sujet qui est en retrait parce qu'il a peur en fait de se positionner sur un sujet qui touche à l'homosexualité et qui mélange aussi la question de la maladie. Les groupes les plus touchés par le sida, ils commencent à créer eux-mêmes du coup des discours de prévention. AIDS et ACT UP Paris, ce sont les deux principales associations du mouvement LGBTI contre le sida. Et ça incarne en fait deux tendances différentes dans le militantisme homosexuel et dans les institutions. AIDS représente une tendance qui fait tout pour en gros intégrer les institutions. C'est la mieux implantée nationalement, elle est fondée en 84 et elle est financée par les pouvoirs publics.
Et son but est clair, c'est de réformer le système de santé pour l'améliorer. Voilà, et les subventions de l'État que AIDS reçoit lui permettent en fait de se professionnaliser. Actuellement, il y a par exemple 400 salariés à AIDS. Donc, en fait, c'est parce qu'elle touche l'argent de l'État qu'elle ne peut pas se constituer en contre-pouvoir. Au contraire, à travers les subventions, elle cherche en permanence le soutien de l'administration et son intégration dans les instances administratives, comme l'Agence française de lutte contre le sida. Comme AIDS participe à ces instances et à d'autres, il y a une nouvelle forme de confiance qui va petit à petit être attribuée aux médecins qui se spécialisent dans l'étude du sida. C'est donc un moment de rupture avec la contestation de la médecine bourgeoise. Ce qu'on peut retenir, c'est que cette démarche d'intégration, elle a contribué à des revendications politiques qui deviennent neutres. Sauf que la neutralité n'existe pas. Aujourd'hui, tout est contrôlé par les capitalistes au quotidien, dans notre travail, jusqu'à nos vies, en passant par les médias. On le voit également avec l'interdiction de l'avortement aux États-Unis ou la rupture des pilules abortives actuellement en France. Donc, et aussi avec la fermeture, comme des camarades l'ont évoqué, des maternités. Et l'autre tendance qui avait émergé du coup pendant la lutte contre le sida, c'est un peu la continuité des Gouines Rouges et du Phare. C'était une tendance contestataire envers l'État et les institutions. Peut-être que vous connaissez, c'était ACT UP Paris. Donc pour ACT UP, les malades du sida, ce sont des victimes de l'indifférence de la société. Elle met les malades au premier rang, avec une démarche d'auto-organisation, d'auto-support. Et un tiers de ses membres étaient directement concernés par le sida. On connaît bien ACT UP Paris pour les actions médiatiques ou impressionnantes qu'elle a pu faire, qui s'attaquent aux symboles de l'ordre moral bourgeois et patriarcal, comme en 1993 où des militantes et des militants recouvrent l'obélix de la Concorde à Paris d'une capote géante pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics. L'idée, c'est de mettre en avant l'inaction de l'État qui sert les riches. ACT UP développe une lecture politique de l'épidémie. Avec elle, le mouvement de lutte contre le sida donne véritablement naissance à un mouvement homosexuel militant. ACT UP se revendique homosexuel contrairement à AIDS, qui est pourtant aussi composé de militants et militantes homosexuels, mais qui se fait discret sur cet aspect. Donc son radicalisme pour ACT UP, il s'explique aussi par sa composition sociologique, qui en fait recrute beaucoup dans les catégories socio-professionnelles modestes, surtout dans la jeunesse. Et du coup, elle a tendance à être plus radicale, la jeunesse en général, que le reste de la société. Ça explique en partie pourquoi il y a des méfiances aussi vis-à-vis des institutions et des positions tranchées sur l'échelle de la formation de la société. Et ça explique aussi l'orientation idéologique fortement implantée à gauche. Les différentes positions entre ACT UP et AIDS, elles génèrent des embrouilles, des divisions, elles s'intensifient dans les années 2000 lors de la mode du barbac, c'est la recrudescence de relations sexuelles sans préservatif. Ensuite, on peut voir qu'il y a une intégration, la suite de l'intégration à l'État et ses critiques, donc alors que il y a une institutionnalisation qui continue, surtout pour les associations, les tendances plus radicales, elles continuent malgré tout à se développer, notamment avec l'apparition des réseaux sociaux. Donc du coup, il y a un phénomène de militantisme en ligne, féministe et LGBTI, qui apparaît, mais qui n'existe pas dans les mêmes proportions que les grèves ou l'auto-organisation de notre classe. Cette méthode, elle permet de donner plus de visibilité quand même du coup à nos revendications, mais elle ne permet pas de renverser le système capitalisme, patriarcal et raciste, contrairement du coup aux grèves par les travailleuses et les travailleurs. Ces milieux plus radicaux, ils sont marqués par une volonté de subversion de l'État par rapport au modèle dominant. Donc en gros, la remise en cause de l'hétérosexualité patriarcale, avec bien sûr l'idée qu'il faut abolir les genres, avec un phénomène de démultiplication des identités, que ce soit pour l'orientation sexuelle, amoureuse ou de genre. Et avec l'arrivée d'Internet, il y a aussi celle des théories queer et de l'intersectionnalité en France. Les milieux radicaux, ils rejettent en partie les revendications réformistes LGBTI. Et du coup, il faut savoir aussi que dans les années 90, c'est la reconnaissance civile de l'homosexualité.
En même temps, il y a des techniques d'assistance médicale à la procréation qui se développent. Et comme il y a un flou juridique sur qui a le droit d'accéder, les lesbiennes elles parviennent dans un premier temps à avoir accès à la PMA. Mais après, dans un second temps, en fait, en 94, il va y avoir une loi justement bioéthique parce qu'il s'était rendu compte que les lesbiennes, elles pouvaient avoir accès à la PMA, qui réservera juste l'accès aux couples hétérosexuels. Mais il y a cependant quand même eu un baby-boom lesbien qui pose la question de la filiation, de la reconnaissance et de l'adoption. Au-delà de ces couples, c'est des familles hétérosexuelles qui revendiquent une existence légale pour amener des familles homosexuelles, contrairement aux familles hétérosexuelles qui revendiquent juste le fait de pouvoir amener leurs enfants à l'école, le docteur, l'accompagner juste dans sa vie au quotidien. Cette volonté de fonder des familles va déclencher des critiques en interne de la communauté. On peut qualifier ces critiques de queer dans le sens où elles remettent en question le modèle dominant. En gros, c'est une expression radicale au sein de la communauté qui reproche à certains et certains de ses membres de se conformer, en voulant fonder des familles et de recopier le modèle de la famille traditionnelle. Du coup, cette critique, elle prend forme dans les années 90 aux États-Unis avec les travaux de Judith Butler. En 99, il y a la création du PAX avec de nombreuses associations LGBTI qui naissent et s'organisent. C'est la fondation de l'Inter LGBTI à Paris. Et les milieux radicaux, cependant, actuellement, ils reprochent toujours à l'Inter LGBTI le rapport qu'elle a vis-à-vis de l'État et des institutions. Par exemple, elle a participé ces dernières années au débat citoyen pour la PMA pendant les États généraux sur la loi bioéthique. Or, ça ne doit pas être un débat parce que personne n'a empêché des personnes à avoir des enfants. Et maintenant, du coup, je vais relaisser la parole à Paul pour la partie 3, analyse, perspective et critique. Ouais, alors du coup, ce qu'on peut se demander après ces analyses, c'est quelle perspective on peut donner en tant que communiste révolutionnaire pour toutes ces luttes LGBT. Pour mieux s'orienter, on peut commencer par faire un peu un tour d'horizon des théories qui se donnent pour but de lutter contre ces oppressions. Les théories les plus en vogue, en tout cas dans le milieu, c'est des théories queer. Leur objectif, c'est de partir du vécu d'homosexuels, de personnes trans, comme autant d'identités qu'il faudrait défendre. Et la division entre hommes et femmes, elle s'expliquerait par une distinction entre le sexe et le genre, entre la biologie d'un côté et le vécu, l'identité de l'autre, qui serait irréductiblement personnel. Plus que de l'abolition du genre, en fait, il faudrait défendre simplement la liberté de se définir comme on le souhaite. Le problème de ces théories, c'est qu'elles ne partent pas de l'organisation sociale de la société capitaliste actuelle, mais du vécu, et souvent du vécu individuel ou communautaire. Mais l'oppression des LGBT, c'est pas que une question d'identité personnelle, c'est certaines conditions de vie matérielles liées aussi à une certaine organisation de la société. Et donc, si on se cantonne au vécu individuel, on limite les perspectives d'émancipation collective et de transformation de la société à un simple changement de conscience individuelle qui ne change en rien les conditions matérielles qui sont pourtant à la racine de l'oppression. Et d'ailleurs, en reprenant la division genre-sexe, on tombe facilement dans le piège des transphobes. Si la transition, c'est qu'un simple ressenti qui s'opposerait à la biologie, alors on pose le débat dans les mêmes termes qu'eux, et ils opposeront au caractère individuel et subjectif du genre le fait que la biologie, c'est un vrai critère objectif. Or, la transition, avant d'être sur le terrain de la biologie et de la mentalité, c'est un changement des conditions d'existence où l'on quitte un groupe social pour en rejoindre un autre. Une méthode réellement matérialiste et scientifique, elle peut prendre comme fondement d'explication de la société ni seulement la biologie, ni les représentations individuelles ou l'identité, mais les conditions matérielles dans lesquelles cette société elle s'organise. Et des perspectives révolutionnaires, elles ne peuvent se limiter à la subversion du genre par l'identité individuelle, elles ne peuvent se limiter à la multiplication des genres, mais elles doivent viser l'abolition de cette division de la société entre hommes et femmes. On ne peut pas non plus se limiter à la défense d'une identité homosexuelle d'une communauté LGBT, même si effectivement nous dénonçons les offensives contre les conditions de vie des personnes LGBT et les théories réac de toutes sortes. Mais notre objectif, ça devrait être plutôt de construire une société qui, par l'abolition de cette division genrée de l'humanité, elle ferait perdre à ces notions tout leur sens et permettrait des relations sociales nettement plus égalitaires et plus libres. Une politique qui part de base individualiste, en fait, elle prend le risque de reproduire un des fondements de l'idéologie dominante
qui oppose aux perspectives de transformation collective en individualisme. Par ailleurs, il est compliqué de lutter contre l'extrême droite si nos perspectives elles se limitent seulement à l'individualisme et aux notions d'identité et de communauté, qui sont aussi des notions qu'elle peut utiliser, là où une analyse communiste, matérialiste, elle serait beaucoup plus tranchante pour détruire leurs arguments. On se retrouve aussi confronté à des théories qui se revendiquent de l'intersectionnalité et qui de fait sont souvent associées aux théories queer. Ces théories, elles partent du constat d'un croisement des différentes oppressions entre elles, d'une addition de différentes oppressions, et si on en reste à ce constat, on peut être qu'effectivement d'accord. Mais une fois ce constat fait, on ne répond pas à la question fondamentale qui est de comment ces différentes oppressions elles se croisent, quelles sont celles qui structurent les autres, et surtout d'où toutes ces oppressions viennent. En ne posant pas ces questions, on risque de se limiter à une simple superposition de luttes spécifiques qui en fait n'articule pas tous ces combats dans une perspective révolutionnaire, et on risque par ailleurs de reproduire une logique identitaire ou communautaire plus qu'une stratégie pour s'attaquer au pouvoir de ceux qui dirigent cette société et qui sont les principaux bénéficiaires de ces oppressions, la classe capitaliste. Car au fond, d'où viennent toutes ces oppressions de genre, cette homophobie et cette transphobie? On ne comprend pas l'origine de ces oppressions si on ne revient pas à ce qui les fonde, la division de la société entre hommes et femmes. Et cette division, elle est liée à tout un passé issu des sociétés d'exploitation. La cellule économique dans ces sociétés, encore aujourd'hui, c'est la famille. Les classes dominantes, elles ont toujours eu besoin de la famille pour transmettre le patrimoine. Et cette institution familiale, elle relègue de fait les femmes à un rôle domestique, un rôle reproducteur. Cette institution, elle plane donc pas en l'air. En plus d'organiser la division entre hommes et femmes, elle a un rôle économique. Et ses conséquences, c'est aussi de prôner comme norme unique l'hétérosexualité pour reproduire ces rapports familiaux et ces inégalités de pouvoir entre les hommes et les femmes. C'est également d'enfermer tous les individus dans des normes sociales profondément arbitraires et aliénantes et de sanctionner tous ceux qui cherchent à y échapper, notamment les personnes qui cherchent à transitionner d'un groupe social à l'autre. L'oppression des personnes LGBT est donc profondément liée à cette institution familiale, ce qui explique aussi pourquoi c'est une des institutions où la transphobie et l'homophobie sont les plus violentes. Cette oppression, elle prend en fait ses racines dans une société divisée en classes, mais aujourd'hui, le capitalisme, il a quand même transformé ses rapports. Il a permis aux personnes homosexuelles de pouvoir obtenir des droits, il peut concéder l'existence de familles homosexuelles, de mariages homosexuels, et il a aussi, par les progrès médicaux, le poids moindre de la famille dans les rapports sociaux et le poids moindre des normes de genre, facilité les processus de transition. Le capitalisme, il a en effet un rôle double en ce qui concerne les oppressions. D'un côté, en plongeant les femmes dans le marché du travail, en faisant passer l'économie de l'artisanat familial à une production collective, il pose les bases matérielles d'une dissolution de la famille et d'une société sans genre, la division du travail dans le capitalisme étant de moins en moins genrée comparée aux sociétés passées. Les individus dans cette société capitaliste, ils peuvent commencer à s'émanciper de ces institutions, et donc pour les personnes LGBT, cette société, elles offrent des possibilités supplémentaires, et c'est aussi pour ça qu'il est plus facile de vivre son homosexualité ou de transitionner dans un pays capitaliste développé comme la France qu'au Yémen ou en Somalie. Mais de l'autre, les capitalistes, ils ont profondément intérêt à ces oppressions. C'est un formidable outil de division, de concurrence entre les opprimés, qui tend de fait à les dresser les uns contre les autres. En tant que société reposant sur la violence de l'exploitation, la société capitaliste, elle reproduit les violences des oppressions qui ont aussi comme conséquence de briser les individus qui les subissent et de ralentir considérablement toutes les tentatives pour qu'une conscience commune des exploités émerge. Bien que ces oppressions soient nées avant le capitalisme, elles répondent donc à un besoin politique essentiel de la bourgeoisie. Et toutes les conquêtes que la bourgeoisie elle peut concéder, elle n'hésite pas à les contester si elle estime que c'est dans son intérêt. Et surtout, elle tient absolument à l'institution familiale qui est nécessaire pour sa survie en tant que classe et qu'elle impose à toute la société. On ne peut donc pas se contenter d'obtenir les meilleurs droits possibles pour les LGBT dans le cadre de la société capitaliste. Il faut aspirer à renverser ce système si l'on veut parvenir à libérer définitivement l'humanité de ses oppressions et notamment détruire l'institution familiale. Car même si nous soutenons dans cette société le droit des personnes LGBT à pouvoir elles aussi fonder des familles, nos perspectives doivent aller plus loin dans le sens d'une abolition de la famille. Aujourd'hui, on voit que les mouvements LGBT ils ont permis de nombreux progrès et nous soutenons toutes ces avancées. Un problème politique qui se pose pour nous en tant que communistes, les organisations LGBT qui dirigent ces mouvements aujourd'hui sont des mouvements le plus souvent petits bourgeois, voire bourgeois dans les perspectives qu'ils proposent. Or, sans perspective révolutionnaire, sans une mobilisation politique de la classe ouvrière, il y aura une impossibilité à éradiquer définitivement ces oppressions. Pour nous, il y a une nécessité, la classe ouvrière elle doit se donner les moyens de diriger les mouvements LGBT, que les mouvements LGBT ils se dotent d'une direction révolutionnaire. Et pour cela, il faut construire une organisation communiste révolutionnaire implantée dans les lieux de travail qui puisse mener une bataille politique, car les idées marxistes elles permettraient de donner de véritables perspectives à ces mouvements.
Ça permettrait de convaincre de nombreux militants de ces mouvements, les plus conscients, les plus révoltés, de devenir des militants communistes révolutionnaires qui cherchent à s'adresser à la classe ouvrière. Et surtout, et c'est là sûrement peut-être notre tâche principale, nous devons lutter contre les idées réac dans la classe ouvrière, car c'est notre classe sociale qui a le plus à perdre dans ces idées réactionnaires. Et malheureusement, l'homophobie et la transphobie ne sont pas le monopole exclusif des plus riches, alors même qu'il faudrait laisser ces idées aux bourgeois zémoriens du 7e ou de Neuilly et ne pas se laisser diviser par ce poison. D'ailleurs, pour les travailleurs LGBT, en plus de subir l'exploitation, cette oppression elle peut les isoler de leurs collègues. Et même si les travailleurs LGBT ils politisent moins cet aspect de leur vie que peuvent le faire des étudiants, il est vital qu'ils puissent sortir du rejet de la honte, d'autant plus car ils représentent la majorité des personnes LGBT, même s'ils sont beaucoup moins visibles socialement et dans les milieux militants LGBT. Toute la classe ouvrière elle doit lutter contre ces idées réactionnaires et surtout s'emparer du programme communiste pour mettre un terme à l'exploitation, mais aussi à toutes ces oppressions. L'obstacle auquel on se retrouve d'ailleurs confronté, c'est que les perspectives communistes, révolutionnaires de lutte contre les oppressions, elles ont beaucoup été décrédibilisées par la politique stalinienne. Si dans les années 20 en Allemagne, c'était le KPD qui se retrouvait à avoir, le Parti communiste allemand, à avoir une influence importante dans le mouvement LGBT naissant, et si dans l'URSS des années 20, l'homosexualité était dépénalisée et le changement de sexe administratif rendu possible, qui mesure à la base prise pour les personnes intersexes, ces conquêtes elles vont être remises en cause dans les années 30 par la bureaucratie stalinienne qui va consacrer dans son discours et par de nombreuses lois le retour au foyer et aussi bien sûr la pénalisation de l'homosexualité. À l'international, les différents PC vont tenir un discours nataliste, conservateur. Dans les années 70 en France, le PCF décrivait l'homosexualité comme quelque chose d'étranger à la classe ouvrière, de non naturel et d'une déviation petite bourgeoise. Et cette politique réactionnaire stalinienne assez réac, elle a abouti à une séparation entre le mouvement ouvrier et les mouvements de lutte contre les oppressions. Cette situation, elle aboutit à priver les mouvements de lutte contre les oppressions de perspectives révolutionnaires et en même temps, elle empêche la classe ouvrière de défendre sa propre politique sur tous les sujets qui préoccupent la société. Elle entretient de fait la caricature réductrice de la classe ouvrière comme l'homme blanc et en bleu de travail, père de famille, hétérosexuel. C'est le poids du stalinisme qui explique aussi en France pourquoi des organisations comme les Gouines Rouges, le Phare, malgré leur radicalité et leur sympathie pour les idéaux révolutionnaires, se sont construites en dehors de la classe ouvrière. Or, si on veut résoudre le problème des oppressions, il faudra une révolution prolétarienne qui aille jusqu'au bout dans tous les domaines et donc qui détruise la structure familiale et les rapports sociaux-genrés. Et pour incarner cette perspective, il faut réintroduire les idées marxistes dans la classe ouvrière, mais aussi dans les milieux étudiants où nous sommes, et les défendre partout. Mais si le parti qu'on veut construire, il se revendique du trotskisme, c'est aussi en rupture avec cette politique stalinienne qui a fait reculer la lutte contre les oppressions, et pour défendre ces idées communistes sur les oppressions loin de toute caricature. Du coup, maintenant, on va conclure en parlant des luttes intersectionnelles, des perspectives, comme aussi de la convergence du mouvement ouvrier et du mouvement LGBTI. Du coup, la partielle avant-garde féministe, elle est traversée par des débats sur la théorie queer ces dernières années qui viennent un peu détrôner la théorie féministe et se présentent comme une amélioration de celle-ci. Depuis les années 2000, il y a une nouvelle génération qui apparaît majoritairement influencée par l'intersectionnalité et la théorie queer. Donc ces théories, elles apportent la nécessité d'articuler les différentes oppressions et qui ont permis de mettre l'accent aussi sur la déconstruction des rapports de domination. Avec une préoccupation d'inclure les femmes qui étaient jusque-là exclues des espaces non mixtes, comme les travailleurs et travailleuses du sexe, les femmes racisées ainsi que les femmes trans, et où les femmes portant le foulard, l'intersectionnalité ou la théorie queer, elles émergent dans un contexte politique spécifique. C'était la fin de l'Union soviétique et cependant il serait faux de... Mais cependant, il serait faux de voir l'intersectionnalité uniquement comme une pensée qui ne réfléchirait pas au clivage, aux antagonismes de classe, même si dans certains milieux, la classe est retirée de la question de l'intersectionnalité, alors qu'elle est inséparable du genre et de la race. Leurs critiques, elles se fondent et elles s'opposent à l'intégration et l'assimilation des communautés, en particulier lesbiennes, dans les pays occidentaux. Mais il y a deux problèmes qui sont posés dans les milieux queer. D'un côté, la déconstruction, quand elle est pensée juste comme un acte individuel où c'est la responsabilité de chacun et chacune qui prime sur le patriarcat. Et avec, de l'autre côté, la conséquence
de la dénonciation quotidienne des individus qui ne correspondent pas à cet idéal de déconstruction. L'autre problème, c'est quand la non-mixité devient une fin en soi, non plus un outil, qui serait un espace safe, tout seul, sécurisant, où il n'y aurait pas de domination, ce qui n'est pas le cas tant qu'on n'aura pas renversé le capitalisme, mais pas que, parce que même sous le communisme, on aura encore toute l'éducation à changer et à renverser le patriarcat et le racisme. Le début du mouvement de masse aujourd'hui, il permet en partie de dépasser ces clivages. En fait, l'inclusivité du mouvement féministe aujourd'hui, elle permet d'envisager de dépasser ces clivages. Cependant, il y a un recul des batailles collectives qui pèse, avec une absence de lien due à, comme on disait, une conception qui est très individualisée de chacun, chacune son genre et son vécu, et donc chacun, chacune son oppression spécifique, avec des difficultés à se réunir pour faire émerger une conscience collective. Les violences aujourd'hui, bien qu'elles soient toujours présentes, elles ont un effet fédérateur parce qu'elles concernent les femmes et l'ensemble des personnes LGBTI, mais vis-à-vis de ça, il y a du mal à créer des structures d'auto-organisation nécessaires, surtout en France. De plus, certaines mobilisations contre les violences, elles se concentrent de plus en plus sur des revendications punitives comme l'exclusion de cercle, la perte d'emploi ou la prison, alors que nous, on est pour une autre justice en contradiction avec la justice bourgeoise. Donc, par rapport à ça, on peut lire La prison est-elle obsolète d'Angela Davis. La compréhension de l'interaction entre l'exploitation et les différents systèmes de domination, d'oppression, de race et de genre, elle est indispensable pour construire le rapport de force contre le capitalisme. Et on est convaincu que l'auto-organisation des opprimés et ou des exploités, elle est nécessaire dans la perspective de l'émancipation de l'humanité. On ne peut pas mettre de côté les rapports de domination qui existent à l'intérieur de notre classe. C'est donc parfois nécessaire de s'organiser de manière non mixte pour affiner autant notre compréhension des mécanismes de domination avec la mise en commun, comme on peut le faire de nos expériences, mais aussi pour élaborer nos revendications, se former, définir nos priorités d'intervention et de mobilisation, et après ça, discuter et avoir des temps mixtes. Ça veut dire que selon les contextes, on peut avoir besoin de différents types de non-mixité. Les femmes minorisées uniquement, les lesbiennes uniquement, les personnes trans uniquement, les femmes racisées uniquement et les femmes lesbiennes racisées uniquement. Mais on doit aussi travailler en permanence à la convergence de ces différents groupes pour la lutte des classes. Les personnes LGBTI, elles se retrouvent dans toute la société, travail, lieu d'études, et la non-mixité, du coup, c'est un outil et pas une fin en soi, comme on disait. Mais cependant, il y a une réticence des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier qui reste extrêmement forte vis-à-vis de l'organisation non-mixité. Ces tensions, elles sont inévitables et elles doivent être du coup discutées et dépassées. Et maintenant, du coup, pour conclure, on va parler d'une lecture matérialiste des oppressions, de lutte des classes. Donc, il y a beaucoup de débats qui ne se résument pas à une partie minoritaire du féminisme, comme le camarade le disait, avec l'idée d'exclure les personnes trans. Et ce féminationalisme, il ne consiste pas à penser que le genre se baserait sur le sexe biologique. Il consiste à penser que le genre ce serait que biologique. Du coup, il ignore tout des problématiques d'une construction sociale avec l'éducation genrée. Le système LGBTI qui opprime les personnes LGBTI et les femmes, c'est le même sous différentes formes. Il répond aux besoins du capitalisme, du racisme et du patriarcat, de reproduire la force de travail, de constamment la renouveler, c'est-à-dire permettre en majorité dans les familles nucléaires traditionnelles hétérosexuelles que le compagnon et les enfants retournent au travail le lendemain et à l'école. Du coup, ça passe par, pour souvent les femmes, faire le ménage, les courses, le repas et s'occuper de la santé psychologique, mais aussi les femmes blanches et davantage les femmes racisées qui travaillent dans le métier du nettoyage et les minorités de genre prennent en charge gratuitement à travers leur métier par le care la santé physique et mentale des travailleurs et des travailleuses, des enfants. Et il faut aussi noter que les hommes homosexuels ils sont aussi dominés par un système structurellement homophobe, encore plus s'ils sont pauvres ou racisés.
mais c'est pas contradictoire avec le fait qu'ils peuvent parfois bénéficier des avantages dont on parlait juste avant à certains moments. En ce qui concerne l'identité, elle est matérielle. Par exemple, des personnes non musulmanes qui souffrent d'islamophobie sont supposées être musulmanes. L'identité se construit dans le cadre d'un système, de sa violence, ses normes ou en réaction à celui-ci. L'éducation, elle joue un rôle, du coup, c'est la construction sociale. L'éducation genrée qu'on a subie toute une partie de sa vie, souvent dans son enfance, elle ne peut pas être balayée d'un revers de la main qu'on ait été éduqué en tant que fille ou en tant que garçon, mais elle n'est pas à elle seule déterminante. Les dynamiques de construction individuelle, elles ne permettent pas de changer les choses, il faut des dynamiques collectives pour peser sur le rapport de force. C'est dans la lutte que les individus ils évoluent. Donc maintenant, on va... actuellement, le milieu LGBTI, il est en partie désorganisé avec l'Exit-Trans, du coup, la marche lesbienne, pour laquelle il y avait plus de cortèges, de groupes militants actifs qui se structurent sur la durée. Et parfois, il y a certains de ces groupes qui ont des confusions sur le projet politique, et notamment par rapport à l'État. Une fois n'est pas coutume, il convient de rappeler notre position. Le facteur déterminant, c'est la lutte. On l'a vu, que ce soit, comme on l'a dit plus haut, avec le quinquennat d'Hollande ou de Macron. Il ne suffit pas d'élire des présidents qui défendent dans leur programme de nouveaux droits pour nos communautés. Tant que nos communautés seront désorganisées et divisées, il n'y aura pas de nouvelles victoires en vue. Il n'y a que nous pour faire bouger les lignes, en s'organisant dans nos partis politiques, collectifs révolutionnaires et dans nos syndicats, sur nos lieux d'études et ou de travail. C'est pourquoi on défend la nécessité de s'organiser dans des groupes militants et les tentatives aujourd'hui qu'on peut voir pour repolitiser la marche des fiertés, elles vont pas encore assez loin. Ça suffit pas de marcher un jour. Il faut faire un travail du coup pour repolitiser non pas la marche des fiertés mais la communauté et le mouvement ouvrier, et que les personnes LGBTI s'organisent dans un mouvement unitaire qui s'attaque autant aux LGBTI-phobie qu'au capitalisme, au racisme, au patriarcat, un mouvement indépendant, sans aucune compromission avec l'État et ses institutions, qui soit clair sur son projet politique, autonome dans ses initiatives, mais pas isolé du reste de notre camp social et du mouvement ouvrier. Et une des composantes principales de la lutte des classes actuellement. Du coup, face à cette situation, on est convaincu qu'il faut lutter contre la LGBTI-phobie. Pour ça, il est nécessaire de s'organiser pour nos droits, revendications et nos conditions de travail, que ce soit sur nos lieux d'études et ou de travail, tout comme il est nécessaire d'aller vers une réelle convergence des luttes dans les deux sens, des LGBTIQIA+, avec celle des luttes féministes, anticapitalistes, antiracistes, en réaffirmant et renforçant les liens entre le mouvement ouvrier et LGBTI, souvent délaissé, car de fait notre classe sociale pourra faire la révolution que si elle se préoccupe de tout. Et du coup, on veut également réaffirmer qu'il faut lutter contre l'instrumentalisation de nos luttes par les institutions et les entreprises. Et de l'émeute de Stonewall à aujourd'hui, ce sera seulement nos luttes et la révolution qui paieront. Et je voulais conclure par un retour d'expérience sur la Pride à Marseille. On a monté une interorga LGBTI, du coup. On avait fait une soirée de soutien aux AED en grève avec cette interorga. Et en ce qui concerne la Pride, qui devait avoir lieu, la Pride officielle marseillaise, elle a annulé du coup, en raison des révoltes suite à la mort de Naël auquel on a participé. Elle avait annulé la Pride qu'elle a reportée en octobre. Nous, on a maintenu et on a appelé toujours un cortège anticapitaliste, anti-impérialiste dans cette Pride. Et du coup, en gros, l'argument c'était que suite au meurtre de Naël, les flics ils étaient trop occupés à matraquer des minots, les placer en garde à vue et à retuer des gens à Marseille comme Mohamed. Ils ne pouvaient du coup pas assurer notre sécurité. Mais là, on parle de quelle sécurité ? En fait, parce que cette police, elle attaque les bars LGBTI, elle interdit une pride radicale à Lille, elle agresse sexuellement des manifestants, des manifestantes, des lycéennes aussi, et elle assure la sécurité de personne ici, si c'est celle des capitalistes. Du coup, elle nous protège de rien, et malgré l'institutionnalisation de la Pride,
on a maintenu ce cortège avec des personnes du coup qu'on n'avait jamais vues en manifestation. On était environ 500 personnes et il y avait des slogans du coup justice pour Nahel, Souhel, Zineb et toutes et tous les autres, et pas de fierté pour l'État policier, pas de policiers dans nos fiertés. On a donc manifesté aussi pour dénoncer les violences policières. Il y a une centaine de personnes dans la rue qui nous ont rejoints pour faire la convergence suite à la mort de Nahel. Et on a aussi dénoncé à travers d'autres slogans la transphobie, l'extrême droite ainsi que l'LGBTI-phobie et réaffirmé qu'il y a seulement la révolution qui est possible face à ce système. On ira également dans la Pride à la rentrée et on verra pour faire d'autres soirées de soutien et d'autres actions, voire des assemblées générales avec le pôle d'élite LGBTI radical du coup. Et merci pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des remarques ou autres. Ce que je vous